Alors, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à cette huitième atelier GDEP. Donc, il me fait plaisir là, de vous voir aujourd'hui pour cet atelier qui s'intitule La gestion et la récupération des eaux de pluie à la parcelle, consommer l'eau de façon éco-responsable. En fait, cet atelier, cette huitième, est rendu possible grâce à une contribution du ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Et donc, je me présente Stéphanie Milo, chargée de projet en aménagement durable au ROBVQ. Et également, cet atelier est possible grâce à ma collègue également de Réseau Environnement, Candice Ban, et également Noémie Lampron, de Réseau Environnement. Alors, je souhaite la bienvenue. Puis on a la chance aujourd'hui d'avoir... je suis capable de changer les diapos. On dirait que je n'ai plus l'accès. Ça ne sera pas bien long. La même chose m'est arrivée hier, Stéphanie. Oui. Il n'y a pas de problème. On va juste... Ah, voilà, j'ai accès. Donc, aujourd'hui, on a la chance d'avoir deux conférenciers qui vont nous accompagner là, pour cet atelier là, de 1h30 à 2h. Donc, il y a Madame Marie-Christine Bergeron, qui est directrice des produits chez Premier Tech Eau et Environnement. C'est Bélanger, non pas Bergeron, mais c'est pas grave. Je suis désolée. Donc, Bélanger et M. Martin Ouellette, qui est chargé de produits chez Premier Tech Eau et Environnement. Donc, je vous remercie là, de participer aujourd'hui à cet atelier. Puis, comment va fonctionner l'atelier? En fait, on a la chance là, d'avoir une plateforme qui est plus interactive. Donc, si vous avez des questions durant la présentation, il sera possible là, de soit les poser sur la fonction converser qui est tout en bas de votre écran, ou également, vous pouvez lever la main si vous avez des questions et nos conférenciers vont se faire un plaisir là, d'y répondre. Autant, donc, ça peut être soit durant la présentation, également, il va y avoir une période de questions là, en toute fin qui va vous permettre là, de pouvoir échanger. Donc, également, vous pouvez laisser votre caméra ouverte. Là, c'est plus convivial si vous voulez poser des questions et échanger avec nos conférenciers. Donc, sans plus tarder, je vais vous laisser vous introduire là, le sujet. Donc, je crois que c'est Marie-Christine qui va débuter. Je vais arrêter le partage d'écran. Oui, bonjour, merci beaucoup. Je vais, moi, à mon tour, tenter de partager en espérant que ça va fonctionner sans trop de problèmes. Il y a toujours, même si ça fait 2 ans qu'on fait ça, il y a toujours une petite zone d'incertitude. Il y a toujours un petit moment de stress quand on commence. Merci tout le monde d'être là. Puis je tiens à remercier là, le ministère Réseau et ROBVQ là, de nous permettre là, de participer là, à travers ce webinaire-là là, pour vous présenter un peu une notion qui a peut-être été un peu moins couverte là, lors des ateliers précédents là, sur les GDEP, oui, c'est bien ça, qui est en fait là, vraiment la gestion des eaux de pluie à la parcelle. On a vu beaucoup là, dans les autres ateliers. J'ai participé assisté à quelques-uns des autres ateliers, puis il y a eu un éventail hein, de façons de gérer les eaux de pluie qui ont été présentées, puis il y a eu vraiment toutes sortes de choses qui ont été abordées. Et ça a été mentionné, disons, la gestion, la récupération des eaux pluviales sur les terrains, là, sur les propriétés et tout, mais ce n'est pas aller nécessairement dans le détail. Alors, l'idée aujourd'hui, ce qu'on voulait, nous autres, c'est de vous présenter là, un peu plus, là, aller plus en profondeur dans ce concept-là de gestion des eaux de pluie à la parcelle. Donc, la récupération hein, des eaux qui proviennent du toit des résidences. Donc, on va passer dans l'atelier vraiment les grands concepts. Hein, c'est quoi les éléments qui sont à considérer pour ça aussi et pour être en mesure d'assurer une certaine qualité de l'eau.
les bonnes pratiques, hein, les usages, puis comment nous, de notre côté, chez Premier Tech, parce que veut pas aussi, on est intégrateur de technologie et développeur de notre côté, un peu comment tous ces préceptes-là, ces grands concepts-là, on les a intégrés aussi là, dans nos propres produits. Alors, sans plus tarder, on va commencer. Et là, j'essaie de changer la diapo et j'ai le même problème que Stéphanie. Et voilà. Ça a changé, oui. Alors, juste tout d'abord, moi, c'est Marie-Christine Bélanger. Je suis directrice produit chez Premier Tech Eau et Environnement. Puis, je vais faire la présentation, là, comme Stéphanie le disait, avec mon collègue Martin Ouellette, qui est chargé de projet, puis aussi chargé de produit là, chez Premier Tech. Donc, sommaire de la présentation, on va juste mettre en contexte un peu là, pourquoi récupérer les eaux de pluie, même si pour certains, ça peut sembler évident, ce n'est pas toujours nécessairement évident pour tous. Les différentes solutions. Ensuite, c'est quoi vraiment la récupération des eaux de pluie à la parcelle et les bénéfices qui entourent ça. On couvre aussi les réglementations, mais c'est plus point par point. La présentation n'est pas nécessairement structurée telle que vous le voyez là, mais vous allez retrouver ces règlements-là, ces éléments-là dans les différents blocs. Puis l'entretien de ces systèmes-là, puis même un peu là, les installations, comment ça se fait. Donc, juste rapidement, avant de commencer, peut-être pour ceux qui ne connaissent pas Premier Tech, parce que Premier Tech est davantage connu encore au niveau des eaux usées, que ce soit au niveau résidentiel ou encore communautaire. Premier Tech eau et environnement. Disons que c'est un peu plus récent qu'on s'est impliqué là, au niveau là, de la gestion des eaux de pluie. Ça va vraiment, puis la gestion des eaux de pluie, mais comme je disais, la parcelle, ça va vraiment dans notre créneau. C'est comme complémentaire à notre sphère d'activité là, sur l'assainissement autonome des eaux. Alors, c'est comme complémentaire. Ça fait un bel éventail là, de solutions qu'on amène. Toujours des solutions qu'on cherche, nous autres, une approche éco-responsable dans tout ce qu'on développe. Alors, comme vous voyez ici, tout simplement, on est impliqué, comme je le disais, au niveau de l'assainissement des eaux usées, au niveau résidentiel, au niveau communautaire et commercial. Puis sur la récupération des eaux de pluie aussi, là, on est impliqué là, au niveau résidentiel, commercial et communautaire aussi. Donc, le contexte, pourquoi la gestion et la récupération des eaux de pluie à la parcelle? On le sait tous, hein? L'eau douce est précieuse. Puis, oui, il y a beaucoup d'eau sur la planète, mais 97% de cette eau-là, c'est une eau salée ou c'est pas une eau nécessairement qui est disponible. On s'excuse, il y a comme une superposition d'éléments là. Mais l'idée de récupérer, c'est que seulement 3% de tout l'ensemble de l'eau qui est disponible sur la planète, qu'il y a à la surface de la planète, c'est de l'eau douce. Et il y a seulement une faible fraction de cette eau douce-là qui est disponible, qu'on peut aller chercher, hein, parce que sans ça peut être soit vraiment dans les aquifères ou encore sous forme de glacier, donc ce n'est pas de l'eau douce nécessairement qui est disponible. Alors, c'est vraiment une faible fraction de cette eau-là qui est disponible. Donc, puis ensuite, pourquoi récupérer? Bien, on le voit quand même hein, beaucoup. Depuis plusieurs années, on ressent davantage les effets. Je dirais, tout l'aspect des changements climatiques, ça a un impact sur la façon dont, par exemple, les événements pluvieux arrivent. Des fois, on peut être une longue période où on a une sécheresse, des fortes températures, il n'y a pas d'eau. On l'a beaucoup vécu cet été même. Puis là, tout d'un coup, quand il y a des épisodes de pluie, c'est des plus fortes pluies qui sont nécessairement plus difficiles à gérer ou qui partent vraiment plus en ruissellement et qui ne profitent pas autant nécessairement à la recharge des aquifères. Alors, ça fait partie du contexte aussi. Alors, c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête, même si au Québec, on a beaucoup, beaucoup d'eau.
Ben, ça arrive quand même que des fois, dans les municipalités, il y a des restrictions d'utilisation de l'eau justement parce que ça fait un bon moment qu'il n'y a pas eu d'événements de pluie. Puis les réservoirs, les réserves sont pas à sec, mais presque. Alors, juste à l'été 2020, c'était un petit retour qu'on faisait là, pour voir. Puis l'été 2021 a été assez similaire à part pour le mois de juillet. Mais ce qu'on voit vraiment, c'est que les températures sont plus chaudes. Il y a de moins en moins de précipitations sur des périodes prolongées, comme je viens de le dire. Puis, ça donne un peu un exemple quand on le prend mois par mois de ce qui peut se passer. Puis encore, si on regarde au niveau de Statistique Canada, juste le mois d'août déjà, le dernier mois d'août a été très, très sec. Le mois de septembre, assez aussi. Puis aussi plus chaud que la moyenne. Mais quand il y a des pluies, ben, des fois, c'est des gros coups d'eau, puis ça amène des inondations. Ça fait que, il y a, oui, récupéré pour réutiliser, mais il y a récupéré puis géré à la parcelle aussi pour atténuer ces coups d'eau-là, ça vient prendre, là, c'est un des aspects aussi intéressants sur la gestion des eaux à la parcelle. Donc, j'ai déjà mentionné, là, dans le contexte, il y a tous les aspects de sécheresse, hein, les pluies et cours d'eau à sec, la pression sur les nappes phréatiques, des périodes de restriction d'utilisation d'eau potable aussi, qui sont mises en place par les municipalités. Il y a un impact aussi sur la qualité de l'eau avec la sécheresse, puis il y a bien entendu un impact sur la végétation. Si on regarde au niveau des précipitations, ben, il ne faut pas se le cacher. Puis ça a été abordé beaucoup, ça, dans les autres ateliers de gestion des eaux de pluie. L'aspect, justement, la gestion des grosses précipitations dans les développements urbains, hein, l'occupation du territoire, veut pas, on construit des routes, des trottoirs, les édifices, les stationnements, ça amène des surfaces, un accroissement des surfaces imperméables. Puis, ça ne favorise pas justement à ce moment-là la pénétration de l'eau. Il y a des moyens qui existent pour favoriser là, des pavés perméables ou des choses comme ça. Mais encore là, veut pas, il y a une grande partie de ces eaux-là qui s'en vont en ruissellement. Puis, ça amène vraiment un défi au niveau de la gestion de ces eaux-là là, pour minimiser les impacts hydrologiques qui sont associés à ça. Puis aussi, ça amène des coups d'eau sur les infrastructures municipales. Là. Ils ont besoin de gérer ça. Il y a des réservoirs de rétention. Il y a ça fait des fois, ça fait des aspects. Il y a quand même des bons défis reliés à ça. Ben, c'est ça, comme je mentionnais, c'est la pression sur les infrastructures, les plus fortes pluies qu'on enregistre dues au changement climatique là, qui deviennent de plus en plus fréquentes, ben, ça exacerbe aussi cette pression-là là, sur les infrastructures en place. Si on regarde au Québec, on est un très gros consommateur d'eau. Hein. Si on regarde la consommation totale moyenne, ça implique, ce n'est pas juste résidentiel, c'est vraiment toute la consommation d'eau. Ça inclut donc aussi, ce n'est pas juste au niveau des particuliers, mais il y a les industries, les commerces et tout ça qui sont inclus là-dedans. Ben, la consommation moyenne totale, c'est environ de 526 litres par personne par jour. Si on compare ça, si on regarde au niveau de la consommation résidentielle, puis on le voit comme l'image à côté, là, si on regarde au niveau de la consommation résidentielle, c'est 380 litres par personne par jour, puis c'est à peu près 20 de plus que la moyenne canadienne qui est de 327 litres par personne par jour. Puis on le voit aussi dans l'image à côté, si on compare à l'Europe, ici, on a une mentalité d'utiliser la ressource. On n'a pas vraiment de pénurie d'eau. On voit qu'on a beaucoup de lacs, hein, puis tout le monde pense que la ressource eau est facilement disponible. Alors, on en consomme. Si on compare à l'Europe, n'empêche qu'ils ont, dans la mentalité quand même, ils utilisent déjà beaucoup moins d'eau, puis ils font plus attention. On voit quand même que le ratio est assez important. Là, eux utilisent seulement 148 litres par capita là, par jour versus nos 386 au Québec. Puis au niveau mondial, ben là, vraiment, on sait qu'il y a des pays qui en souffrent de ne pas avoir beaucoup d'eau. Mais 40
de la population mondiale consomme moins de 20 litres par jour. Fait qu'au Québec, nous sommes des très, très gros consommateurs d'eau. Puis, un élément aussi, qu'il y avait eu une étude de fait par Réseau il y a quelques années sur comment augmentait la consommation d'eau en période estivale. Puis, en période estivale, par rapport à l'hiver, 75 de l'eau traitée par les municipalités, il y a une augmentation, 75 de l'eau traitée par les municipalités du Québec est utilisée uniquement pour arroser les pelouses. Ça fait que, est-ce qu'on a vraiment besoin d'eau potable pour arroser les pelouses ou remplir sa piscine ou des choses comme ça? Je pense que c'est un pensez-y bien parce que c'est une grosse pression sur les infrastructures de traitement d'eau potable, cette demande-là, parce que quand une usine d'eau potable est conçue, elle doit s'assurer de pouvoir répondre à l'entièreté de la demande. Alors, si on peut enlever cette pression-là où on n'a pas besoin d'eau potable pour nos besoins, puis utiliser des eaux qui sont disponibles, qu'on peut collecter d'une autre façon, bien, on peut en bénéficier là, collectivement de cet aspect-là. Puis, on voit ici, à droite de l'encadré, vraiment là, un peu les consommations de nos appareils, soit appareils électroménagers ou encore les consommations pour les toilettes, les piscines. Qu'est-ce que ça peut représenter comme volume d'eau? Puis ça, on va y revenir aussi là, plus tard. On va y revenir, assez régulièrement à ces éléments-là. Mais encore là, quand on pense aux toilettes, aux piscines, le lavage des autos, on n'a pas besoin d'eau nécessairement potable pour ça. Puis même pour les pelouses et tout. Donc, dans les solutions, bien entendu, une des solutions qui apparaît, qui peut être assez évidente, c'est récupérer l'eau de pluie. C'est quoi récupérer l'eau de pluie? C'est donner la chance aux réserves d'eau de se renouveler naturellement. Puis c'est un moyen de préserver l'eau potable pour les besoins essentiels, là, comme je viens de le mentionner. Puis ça vient atténuer aussi la pression sur les infrastructures. Quand on regarde, c'est quoi les principaux points chauds de consommation d'eau dans la maison, là, en fonction des usages? C'est sûr, il y a les toilettes, il y a certains électroménagers comme la laveuse. Ensuite, il y a le lave-vaisselle. Excusez-moi, je l'avais juste en anglais. Le lave-vaisselle, il y a la douche, il y a les bains, il y a... ça fait que quand on regarde ça, on voit ici, c'est sûr que tout ce qui est potable, quand on parle de récupération d'eau de pluie, on n'ira pas nécessairement toucher à l'aspect de diminuer la consommation, pas la consommation, mais l'utilisation pour les fins d'eau potable. La réglementation est quand même très claire sur qu'est-ce qui nécessite une eau potable. Mais on peut voir quand même que 41% des utilisations 41% de la fraction d'eau utilisée dans une maison peut ne pas nécessairement nécessiter une eau potable, en plus des usages extérieurs, parce qu'on a déjà parlé des usages extérieurs, mais en plus de ça, il y a quand même un gain à faire qui n'est pas minime au niveau de la résidence. Juste pour vous donner une idée, si on prend par exemple de la capacité que ça peut offrir, récupérer les eaux qui proviennent juste, mettons, de la toiture de la maison, là, pour une maison, un carré de maison à peu près de 1200 pieds carrés, qui est quand même assez typique là, au Québec, là, on peut récupérer environ 80 000 litres d'eau. Ça correspond à peu près à 2 piscines hors terre par an. Il y a des projets, on a quand même quelques projets d'implanter à travers le Québec. Puis, en moyenne, ce qu'on a calculé, nous autres, puis évalué, c'est qu'un habitant de la Ville de Québec peut récupérer jusqu'à 7,1 mètres cubes d'eau, 7150 litres d'eau de pluie en moyenne. C'est-à-dire que ça, qu'est-ce que ça peut représenter? Si on veut se l'imager, là, ça correspond, par exemple, à 5 spas. C'est comme remplir 5 spas ou encore faire un peu moins que 50 brassées de lavage. Puis, c'est 75 douches de 10 minutes.
C'est sûr qu'on ne parle pas ici de réutiliser les eaux pour les douches, comme je disais, parce que dans la réglementation, on tombe là, dans des usages où c'est de l'eau potable qui est nécessaire pour ça, qui doit être utilisée pour ça. Mais quand même, ça donne une idée là, quand même de ce que ça peut représenter comme volume d'eau qu'on peut récupérer là, dans une année. Dans les solutions de récupération d'eau de pluie, bien, il y a toutes sortes de choses hein, quand on parle de récupération à la parcelle. On peut voir ici peut-être un projet un peu plus commercial, là, mais on voit ici vraiment des applications résidentielles. Ça peut être du simple baril qu'on achète chez Rona ou tout ça, là, les barils de récupération d'eau de pluie. C'est très rudimentaire. Puis oui, ça fait la job. Pour des usages extérieurs et tout ça. Par contre, ce n'est pas suffisant si on veut faire aussi une réutilisation de ces eaux-là à l'intérieur de la résidence. Puis si on a un très grand terrain non plus, ça devient vite limitant. Alors, ben, il y a aussi la possibilité d'avoir des réservoirs enfouis, puis ces réservoirs-là ben, permettent vraiment de collecter un plus grand volume, donc une plus grande autonomie pour faire pour des fins d'usage divers. Différents. Puis, ça permet aussi plus facilement l'intégration de composantes à l'intérieur pour assurer un meilleur contrôle de la qualité de l'eau. Parce que la qualité de l'eau aussi, c'est un enjeu. On veut surtout, on veut assurer quand même une certaine qualité de l'eau, surtout si on l'utilise à l'intérieur, si on la réutilise aussi à l'intérieur. Donc, c'est quoi la récupération d'eau de pluie à la parcelle? Ben, le fonctionnement est quand même là, assez simple. Je suis sûre que vous avez déjà quand même pu figurer déjà. C'est vraiment les eaux de la toiture hein, à travers les gouttières qu'on va collecter, puis amener dans un réservoir. Puis après ça, ben, il y a un système de distribution de ces eaux-là qui va aller soit à l'extérieur seulement ou encore pour aller alimenter les appareils ménagers là, à l'intérieur de la résidence. Alors, c'est vraiment ça. Puis quand on parle de récupération des eaux de pluie à la parcelle, c'est vraiment la récupération des eaux de toiture essentiellement, parce que ça reste des eaux qui sont potentiellement moins contaminées que si on récupère les eaux du sol aussi, les eaux de ruissellement là, au sol. Parlant de qualité de l'eau. C'est déjà quand même reconnu là, dans le Code national de plomberie de 2010 que les eaux récupérées comme ça peuvent être réutilisées là, pour alimenter les toilettes, les urinoirs à l'intérieur de la maison ou encore pour l'irrigation du terrain. Ça, c'est dans le Code national de plomberie de 2010. Le 2020 doit sortir, je crois, en décembre. Ils sont un peu en retard à cause de la COVID. Mais il est supposé sortir en décembre, si je ne m'abuse. Et ils élargissent l'éventail des applications, entre autres, par exemple, pour les lave-linges et des choses comme ça, d'autres utilisations. Ils viennent élargir là, les applications possibles au niveau du code de plomberie. Puis là-dedans, c'est sûr, dans le code de plomberie, il amène la dimension qualité de l'eau aussi en fonction des différents usages. Il couvre un peu. Puis, ben, la réglementation sur la qualité de l'eau potable aussi au Québec mentionne aussi l'utilisation, par exemple, pour alimenter les toilettes, que ce n'est pas nécessairement de l'eau potable qui a besoin de ça. Ça fait que ça vient clarifier aussi les choses. Puis, ça peut aller plus loin, même, c'est pour les systèmes de refroidissement, les gicleurs à incendie, ce n'est pas nécessairement des eaux potables qui sont nécessaires pour ça. Donc, ça ouvre aussi la porte là, pour la réutilisation des eaux de pluie sur d'autres applications. Donc, les bénéfices, rapidement, ben, je l'ai déjà mentionné, je me répète, mais des fois, ça vaut la peine de se répéter. Donc, l'idée, c'est de diminuer hein, la pression sur les usines ou les réserves de production d'eau potable. Donc, ça diminution des quantités d'eau traitée pour un usage qui ne nécessite pas nécessairement des eaux hautement traitées ou des eaux potables. Diminution des coûts de traitement de l'eau aussi, parce que s'il y a moins d'eau d'utiliser pour des fins où on n'a pas besoin d'eau potable, ben, ça va avoir un impact sur les infrastructures au niveau des coûts de traitement. Préservation des nappes phréatiques aussi.
Puis, si on regarde au niveau du propriétaire lui-même, ben, ça vient, c'est une question d'autonomie aussi en eau. Moi, je peux vous donner l'exemple, j'en entends souvent parler, j'ai un chalet puis, en Mauricie, puis des fois, j'entends mes voisins dire ouais, ben, je vais faire attention. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas plu. Je vais faire attention. Je ne veux pas tout épuiser mon puits. Je veux pas tout... Alors, la récupération des eaux à la parcelle, comme ça, c'est sûr que quand on a un bon réservoir, ben, ça permet d'arroser chez soi. Ça permet quand même une plus grande autonomie en se préoccupant moins de l'aspect des puits, de la quantité d'eau disponible au puits. Les principales composantes, alors, ben, on voit, il y a tout l'aspect, ça se divise en 5 grandes sections, dans le fond, un système de récupération d'eau de pluie à la parcelle. Il y a tout l'aspect captage. Ben, le captage, donc, c'est la toiture. Puis, il y a des éléments à considérer là-dessus au niveau de la conception d'un système de récupération d'eau de pluie. Il y a l'élément de stockage aussi. Puis, on va tous les reprendre un par un, là. Il y a la distribution aussi, le réseau de distribution, amener l'eau à l'extérieur ou dans la maison. Il y a plusieurs points à considérer à ce niveau-là aussi. Les systèmes d'appoint, qu'est-ce qui se passe quand mon réservoir est vide? Il faut que j'ai un système d'appoint pour assurer que je ne manquerai pas d'eau non plus si j'alimente des électroménagers, par exemple, ou la toilette dans la maison. Ben, ça ne peut pas être juste avec mon eau de pluie. S'il ne pleut pas pendant une longue période, j'ai besoin d'une façon de gérer ce temps-là. Donc avec un système d'appoint, et la gestion des débordements, s'il y a trop d'eau. Donc, c'est vraiment les 5 principales composantes d'un système de récupération d'eau de pluie là, à la parcelle. Si on regarde au niveau du captage, ben, le captage, il y a la surface du toit, bien entendu, mais il y a les gouttières, il y a la descente pluviale, puis ensuite, ben, il y a toute la canalisation d'adduction vers le réservoir. Donc, les éléments à considérer, c'est vraiment l'aire de captage, la surface disponible, les matériaux aussi. C'est pas pareil si c'est du bardeau, d'asphalte ou si c'est de la tôle. Ensuite, si c'est un toit plat ou un toit en pente, alors ça a tout un impact, là, ça, sur la conception, de la façon qu'on va capter ces eaux-là. Sur les volumes aussi, de la façon sur le calcul des volumes qu'on peut récupérer. Puis sur la gestion aussi de la qualité de l'eau. Si on pense au bardeau d'asphalte, par exemple, versus la tôle, le bardeau d'asphalte, il y a toujours un peu de particules qui va être entraîné, ce qu'il n'y a pas sur la tôle nécessairement. Alors, ça vient jouer là, le type de toiture sur l'efficacité de la collecte et la qualité. L'adduction, ben, il faut s'assurer qu'on est capable de prendre tous les volumes qu'on va récupérer, toutes les gouttières et tout ça. Puis c'est normé de toute façon dans le code du bâtiment. Les gouttières, c'est déjà tout dans le code du bâtiment, les canalisations. L'emplacement du réservoir aussi, il y a des choses à prendre en considération en fonction si le réservoir est plus ou moins éloigné. Il faut s'assurer que nos conduites sont capables de prendre tout ce débit-là sans trop de restrictions et ainsi de suite. Puis, la qualité de l'eau. Au niveau du captage, s'il y a un couvert végétal, par exemple, ou le first flush, un filtre d'entrée, le first flush, c'est vraiment, puis on va le voir plus en détail, c'est vraiment pour permettre d'éliminer les premières contaminations qui peuvent être amenées par les eaux de pluie là, lorsque la pluie tombe sur le toit, là, les premières eaux qu'on récolte. S'assurer qu'on ne ramasse pas toute cette contamination-là. Là. Ça a un impact très important sur le contrôle de la qualité de l'eau de pluie qu'on ramasse. Donc, c'est important de le faire avant le stockage, puis aussi même avant la distribution aussi. C'est qu'il y a plusieurs endroits où on peut contrôler la qualité de nos eaux de pluie. Avant le stockage, justement, il y a la première vidange, là, la vidange des premières eaux, le first flush, puis le système de filtration. Donc, ça prévient vraiment l'accumulation de particules, puis de certains contaminants. On peut penser au niveau des contaminants, les fientes d'oiseaux, par exemple. Ou aussi, on peut penser à des feuilles en décomposition. On le voit souvent, nos gouttières se remplissent souvent de feuilles en décomposition ou de particules fines qui pourraient être amenées dans le réservoir,
qui vont venir avoir un impact à moyen terme là, sur la qualité de l'eau. Donc, quand on parle de ça, lixiviation du toit aussi, ce qui peut être amené comme contaminant. Puis, ça diminue l'exigence, en fait, en traitement. Quand on le fait comme il faut à l'entrée, soit par première vidange, puis par un système de filtration pour récolter toute cette particule-là ou ne pas les ramasser, là, prévenir qu'ils passent au stockage, ça vient diminuer l'exigence là, en traitement suivant le stockage. Je vais passer la parole à Martin, si tu veux expliquer un peu plus, là. Oui, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous. Un peu dans la même lignée que Marie-Christine. Moi, je vais intervenir plus au niveau quand on va parler du produit que Premier Tech a développé en fonction de toute cette revue, tous ces points-là qu'il faut prendre en considération quand on veut faire la gestion de l'eau de pluie à la parcelle. Un point qui est important, là, comme on voit dans l'image de gauche, on parle d'enlever la première eau. En fait, quand la pluie débute, ce qu'on veut, c'est nettoyer le toit en partie pour y retirer les contaminants. Fait qu'on vient installer une espèce de de chambre dans laquelle les premiers 1 ou 2 mm d'eau vont passer. Et puis, l'idée, le fonctionnement, c'est qu'on remplit cette chambre-là. Et lorsque cette chambre-là est pleine, l'eau va être dirigée vers le réservoir de stockage à droite. Donc, tous les premiers contaminants qu'on a récoltés, Marie-Christine a parlé de certaines fientes d'oiseaux. Il ne faut pas oublier le pollen au printemps qui est vraiment présent. Nous, ici à Rivière-du-Loup, quand on vit où il y a beaucoup d'arbres feuillus, les bouleaux, on voit beaucoup de pollen là, dans les gouttières qui font une pellicule jaune là, en surface des réservoirs de récupération, mais qui peuvent être enlevés par un mécanisme comme ça. Le fait d'avoir ce dispositif-là aussi va permettre à long terme de gagner au niveau de l'entretien du réservoir de stockage, parce qu'on va moins accumuler de particules dans le réservoir. Aussi, la deuxième étape, juste avant que l'eau pénètre dans le réservoir, ben, on a notre panier filtrant qui a un grillage de 1 mm. Fait que toutes les particules qui sont supérieures à 1 mm vont être recueillies par ce panier-là. Et puis, c'est très facile par la suite de les retirer. Puis ça évite justement qu'il y ait de la matière organique en décomposition dans le réservoir. Ça évite les mauvaises odeurs. Puis ça augmente aussi la qualité de l'eau dans le réservoir. Puis, facile d'accès. Puis, ce qu'on voit en bas, en fait, l'eau passe à travers une conduite. Puis, ce qu'on voit en bas, ce qu'on appelle une arrivée d'eau calme, l'eau va faire une espèce de trajet en U et puis permet un certain brassage dans le réservoir pour éviter aussi que l'eau soit stagnante puis qu'il y ait un développement de mauvaise odeur dans le réservoir. L'idée, c'est d'avoir de l'eau en brassage à chaque fois qu'il y a une pluie. Merci, Martin. Au niveau du captage, puis je ne rentrerai pas dans tout le détail là, ça a de l'air aride hein, comme ça, mais c'était juste pour dire que c'est important au niveau du captage. Il y a plusieurs normes, codes, il y a différentes clauses qui sont là, encadrant, entre autres, le dimensionnement des conduites, le type de conduite, leurs matériaux, la mise en place des conduites. Alors, c'est vraiment là, couvert, ça fait qu'il faut porter attention à ça aussi. Pour rencontrer là, les spécifications ou les requis minimums, là, comme la protection pour le gel, les records de notre nettoyage en fonction des longueurs de conduite. C'est tous des éléments qui sont là, qu'il faut prendre en considération là, sur chaque projet là, pour s'assurer, dans le fond, de la qualité des ouvrages, puis s'assurer qu'on n'aura pas de problème non plus liés à, par exemple, le gel des conduites ou des choses comme ça, ou des bris de conduite. Maintenant, si on passe au stockage, le stockage, bien, dans le fond, c'est le choix du réservoir. Hein. Dans les éléments à considérer, donc, la surface du toit, parce que le volume d'eau qu'on va accumuler est directement relié là, à la surface du toit qu'on va prendre pour faire la collecte.
Des fois, il y a des gens, en fonction de la configuration du toit de leur résidence, vont décider juste d'en prendre une fraction et non pas toute la toiture. Ça dépend vraiment des propriétés. Donc, il faut regarder ça comme il faut. C'est quoi la surface de toit qu'on veut prendre? Puis, de là, on va calculer les volumes qu'on est capable d'aller récupérer. Tantôt, on mentionnait le type de toiture. Encore là, ça a un impact sur les volumes. Le climat, hein, toute la pluviométrie, la pluviométrie dans chaque région, on va le voir tantôt, j'ai une carte, ça varie quand même beaucoup d'une région à l'autre. Puis les rigueurs de l'hiver ne sont pas les mêmes non plus. Alors, ce sont des éléments importants à considérer. Les usages aussi, parce que c'est beau de savoir quel volume on va récupérer, mais il y a une question d'autonomie aussi dans le choix du réservoir. Alors, combien de jours d'autonomie on veut? Puis ça, ben, c'est sûr que l'utilisation qu'on fait de ces eaux-là va venir impacter sur notre... C'est directement relié à notre consommation. C'est notre consommation. Donc, il faut balancer entre ce qui arrive et ce qu'on utilise. Donc, là-dessus, on prend en considération le nombre de personnes dans la résidence ou le nombre de voitures, les surfaces à arroser, puis la fréquence d'arrosage. Ensuite, bon, ben, c'est ça, je parlais d'autonomie, c'est le temps de rétention nécessaire. Puis on ne veut pas qu'il soit trop long non plus, parce qu'on ne veut pas non plus que les eaux croupissent. Hein? Ça fait que c'est toujours une balance qui est nécessaire là-dedans. L'emplacement du réservoir, la qualité des eaux, puis l'accès pour l'entretien, bien entendu, c'est important, ça. Donc, si on regarde la carte, c'est une carte de pluviométrie du Québec. Vous voyez quand même, là, en plus foncé, c'est les endroits où il y a le plus de précipitations. Puis c'est quand même là, basé sur une normale de 81 à 2010. Alors, on voit qu'annuellement, il y a des zones au Québec où c'est beaucoup plus pluvieux et qu'il y a des zones beaucoup plus sèches aussi, bien, sans être sèches, où il y a moins d'eau. C'est pour vous donner une idée. Puis nous autres, ben, quand on fait la conception de système de récupération d'eau de pluie à la parcelle comme ça, ben, on prend ça en considération là, régionalement pour l'adapter là, vraiment au contexte local. Le stockage aussi est soumis à certaines réglementations ou normes parce que c'est sûr qu'on veut que notre réservoir soit étanche, parce qu'on ne veut pas qu'il y ait d'infiltration d'eau qui pourrait peut-être contaminer ou sans contaminer, mais affecter la qualité de nos eaux qu'on est après collecter. On veut aussi collecter nos eaux, c'est que oui, on veut qu'ils soient étanches. Si c'est un panier percé, on ne les ramassera pas, bien entendu. Ensuite, il y a toute la résistance structurelle du réservoir. Si c'est un endroit où il peut y avoir des véhicules qui circulent. C'est toutes des choses à prendre en considération, ça, dans la conception. Puis, bien entendu, pour les accès aussi, il faut penser aussi pour l'entretien à la notion d'espace clos, qui est un élément important là, à prendre en considération quand on pense à un réservoir de stockage. Vous m'arrêtez, hein, s'il y a des questions, vous pouvez, ne vous gênez pas. J'imagine qu'à date, ça va bien et tout baigne. Fait que, si on regarde au niveau du réservoir, bien, Martin, je vais te laisser expliquer peut-être un peu là, ce que nous, on a. En fait, nous, ce qu'on a, en fonction de tout ce qu'on vient de discuter auparavant là, concernant la qualité, pour tenir compte de tous les facteurs dont on vient de parler, nous, ce qu'on est venu à proposer au marché, c'est 3 types de réservoirs qui varient de 3 000 à 7 000 litres. C'est des réservoirs en polyéthylène renforcés. L'idée, c'est d'avoir des réservoirs qui sont facilement manipulables, mais qui vont résister à différents types de configuration de sol, puis aussi aux contraintes là, qu'on peut retrouver sur différents terrains, des petits terrains avec des espaces vraiment minimes pour pouvoir en faire l'installation. C'est d'où la notion ici, on voit plus bas là, que nos véhicules acceptent, nos réservoirs acceptent le passage d'un véhicule, c'est-à-dire que
sur une résidence vraiment en milieu dans une ville, en fait, avec un petit terrain, ben, on pourrait installer ce genre de véhicule, de réservoir-là sous un stationnement. On peut l'enfouir aussi à des niveaux quand même assez élevés. Puis on pourrait les mettre dans certains terrains où il y a présence de nappes phréatiques. C'est-à-dire qu'il y a des sols vraiment difficiles normalement pour des réservoirs en plastique. Nous, ils ont été conçus justement pour résister à ce genre de pression-là. Si on va à la prochaine diapositive, Marie-Christine. C'est ce que j'essaie de faire. Oui, c'est beau. Pour aider les gens, ce qu'on a fait, c'est qu'on a établi une certaine grille de référence pour les gens qui veulent utiliser ces réservoirs-là pour usage extérieur uniquement, c'est-à-dire pour arroser les plantes, pour nettoyer les voitures, pour remplir leur piscine, leur spa. En fonction de la superficie de la résidence, puis en fonction des besoins en arrosage, on est capable de déterminer là, de quel type de réservoir facilement le client pourrait avoir besoin. Tout ça, c'est basé sur une pluviométrie annuelle moyenne là, pour le Québec qui est environ 760 mm, puis pour une autonomie de 21 jours. C'est la même chose. Je ne veux pas rentrer tout expliquer le tableau, mais c'est pour montrer qu'en fonction de la superficie de la résidence puis des besoins, on est capable rapidement là, de fournir au client le choix du réservoir dont il aura besoin. Puis la même chose quand on veut utiliser l'eau à l'intérieur de la résidence, c'est-à-dire pour les toilettes et le lave-linge. Et en fonction du nombre de personnes à l'intérieur, on est capable de proposer aussi un réservoir typique pour leur utilisation. Puis encore là, c'est comme on le mentionnait tantôt, c'est une question de balance. Et des fois, on voit que même si on veut arroser plus versus la grandeur de la maison, ça ne vient pas impacter, mais c'est toujours une balance entre justement là, le volume d'eau récolté versus les usages. Alors, c'est pour ça que là, des fois, ça joue dans les différentes plages. Cette diapositive-là, c'est un peu pour montrer, comme on parlait tantôt, là, des terrains difficiles. L'idée, c'est d'avoir des réservoirs qui sont étanches, puis des réservoirs qui ne se soulèveront pas quand il y a une grosse pluie, justement parce que le sol va se gorger d'eau autour du réservoir. L'idée, c'est que si on a un sol, si on voit l'image en bas à droite, si on a un sol dans lequel il y a beaucoup d'eau, qu'on peut ancrer, on peut, avec un dispositif d'ancrage, ancrer le réservoir là, pour éviter qu'il y ait déplacement lors d'une précipitation forte. C'est ça, tantôt on mentionnait que l'emplacement du réservoir est important à prendre en considération. Bien, c'est tous ces éléments-là, là, ça fait partie des éléments. Est-ce que c'est un réservoir est-ce qu'on a besoin de bien l'isoler parce que l'eau y est installée, bien, on n'a pas vraiment beaucoup de couverts, puis on est mieux de le réisoler par-dessus, ou on peut faire un monticule ou pas. Ensuite, les hauteurs de nappe, le type de sol dans lequel on installe. Les pressions, hein, les différentes pressions des matériaux et de l'eau. C'est toutes des choses à prendre en considération. Puis c'est pour ça qu'il y a des normes aussi au niveau des réservoirs qui sont à respecter pour les réservoirs enfouis, on s'entend. Au niveau de la distribution, la distribution, maintenant, on a stocké notre eau, on peut aller la distribuer. Ça fait que quand on parle de la distribution, les éléments à considérer, c'est toute la capacité de la pompe. Il faut que la pompe soit suffisamment de pression hein, pour alimenter les différentes applications où on veut amener et réutiliser cette eau-là. Dans les types de pompes, il y a différents types de pompes qui sont disponibles, soit des pompes submersibles ou des pompes à puits sec. Chacune a leur spécificité. Distribution avec ou sans réservoir d'expansion.
ça dépend davantage des besoins et des volumes d'eau qu'on a besoin en fonction des applications. Tantôt, on va voir dans les exemples d'applications ou des études de cas. C'est sûr que si à un moment donné, on risque d'avoir un gros volume d'eau qui peut être utilisé tout d'un coup, mais un réservoir d'expansion peut être bon et nécessaire là, pour assurer que toutes les toilettes dans un bâtiment vont pouvoir être desservies en même temps. La qualité de l'eau requise aussi, dans la distribution, c'est important. Il faut penser à assurer la qualité de l'eau qui est envoyée, qui est utilisée soit dans le bâtiment ou même à l'extérieur. Ensuite, les dispositifs anti-refoulement lorsque c'est raccordé à la plomberie. Puis ça, c'est un aspect très important. Puis on va le revoir dans le système d'appoint, parce que s'il y a connexion entre une distribution d'eau potable puis l'eau de pluie, bien, il faut s'assurer qu'il n'y aura pas contamination du réseau de distribution d'eau potable dans la résidence. Alors, on voit ici, c'est le type de pompe que nous, on a intégré dans notre système. Et cette pompe-là est munie, elle a un filtre intégré de 1 mm aussi pour éviter justement de ramasser. Ça se peut qu'il y ait, malgré les éléments qu'on met en amont au niveau du captage, les éléments de filtration, puis la vidange des premières eaux. Il peut arriver qu'il va y avoir quand même des particules qui peuvent arriver au réservoir. Ça fait qu'on ne veut pas que ça rentre dans notre réseau de distribution lors de la réutilisation des eaux. Je dis d'avance ce qui s'en vient sur ma diapositive suivante. C'est de ça dont je viens de parler. Alors, c'est important au niveau du contrôle de la qualité de l'eau de pluie. Donc, ça se fait après le stockage, comme je viens de dire. Il y en a avant le stockage et après le stockage. C'est les deux principaux points où on va travailler à assurer la qualité de l'eau de pluie. Donc, après le stockage, on peut penser à un système de filtration ou on peut penser aussi à un traitement subséquent. Ça dépend des utilisations qu'on veut faire. Alors, par exemple, ce qui permet, nous autres, ce qu'on voit qui est important pour assurer le contrôle de la qualité de l'eau. On en a parlé un peu tantôt, l'aspect d'arriver en eau calme. En fait, nous autres, c'est comme ça qu'on l'appelle, mais l'idée, c'est d'avoir un brassage dans le réservoir pour prévenir la formation d'eau stagnante. Ensuite, l'idée aussi, c'est qu'il peut y avoir de l'accumulation au fond du réservoir, puis on ne veut pas renvoyer ça dans notre réseau de distribution, comme je disais tantôt. Puis, on peut aussi quand même atteindre une très haute qualité d'eau avec un traitement subséquent. Des fois, on s'est déjà fait demander sur des projets, nous autres, les gens disaient, bien là, si je veux l'utiliser, par exemple, pour faire à une ferme le lavage des légumes, qui en soi doit prendre de l'eau potable, bien là, c'est sûr qu'on va penser à un traitement subséquent, beaucoup plus poussé, avec de la désinfection, une unité de désinfection, puis une unité de filtration supplémentaire, par exemple, pour assurer une très haute qualité d'eau à ce niveau-là. Ensuite, est-ce que tu y vas, Martin, ou tu veux que j'y aille? Oui, je peux y aller. Donc, en fait, les deux prochaines diapositives, c'est un peu pour montrer de quoi a l'air notre système, autant pour une utilisation extérieure que pour une utilisation combinée extérieure-intérieure. Si on voit à l'intérieur ici, on aura l'arrivée d'eau. Suite, ce qu'on ne voit pas, c'est la vidange de la première pluie qui n'est pas illustrée. Mais après cette vidange-là, l'eau va rentrer dans le premier panier filtrant, va descendre au fond du réservoir, va passer dans l'arrivée d'eau calme. Ça, on a la partie traitement avant stockage, comme on disait, le brassage. L'eau va être stockée dans le réservoir et puis l'utilisation et la distribution de l'eau se fait à la demande. En fait, cette pompe-là est munie d'un capteur de pression intégré. C'est-à-dire que quand
on vient brancher notre boyau d'arrosage un peu comme la photo du centre. On vient brancher un boyau d'arrosage sur le couvercle. Et puis, quand on appuie sur le pistolet, la pompe démarre automatiquement, un peu comme une pompe de puits artésien. Puis, on peut aussi, pour les gens qui trouvent ça plus beau, lui mettre un petit pied décoratif pour enrouler son boyau d'arrosage et puis mettre un arrosoir. Si on va à la prochaine diapositive, dans le cas où on va acheminer l'eau vers l'intérieur de la résidence, la seule différence qu'on voit dans le réservoir en haut, on a une flotte qui permet de voir le niveau de l'eau dans le réservoir. Donc, quand on va le voir plus en détail tantôt, et elle nous permet est reliée avec le système d'appoint qu'on voit ici en bas à droite. En fait, qui est un panneau de valve motorisé qui permet de faire la distinction entre l'utilisation de l'eau de pluie vers les appareils intérieurs qui sont la toilette ou la machine à laver et l'aqueduc ou bien le puits artésien. Donc, la seule différence entre les deux systèmes, c'est le système d'appoint qu'on voit ici plus bas. On va le voir plus en détail. Je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Je vais l'expliquer plus en détail plus tard. C'est un peu vous donner une idée là, des deux types de Au systèmes. niveau de la distribution, dans ce cas-ci, quand on a usage intérieur, tantôt on voyait au niveau de l'usage extérieur, on peut toujours avoir, là, on peut se connecter directement au réservoir, mais on peut aussi, là, avec usage intérieur, puis c'est vrai pour usage extérieur aussi, tout l'eau peut passer aussi dans la résidence. Puis sortir directement du robinet qu'on a dans le mur. Là. Alors, ça peut passer aussi par l'intérieur de la résidence. À ce moment-là, on met là. Ça ici, c'est vraiment pour le système d'appoint, mais c'est juste pour dire que dans la distribution, les eaux peuvent passer aussi directement dans la résidence, même si c'est juste usage extérieur. Par contre, à ce moment-là, il faut quand même respecter les notions du code de plomberie, parce que le code de plomberie gère tout ce qui est à l'intérieur de la résidence, puis une fois qu'on est rendu à l'extérieur puis que ça ne touche plus à la résidence, bien là, ça ne s'applique plus. Alors, c'est d'autres notions qui s'appliquent à ce moment-là. Donc, justement, dans la distribution, on parlait code de plomberie. Ça parle dans l'aspect de la distribution, ce qui est très, très important, c'est tout l'aspect justement d'éviter, surtout si les eaux rentrent dans la maison, comme je viens de le dire, si on fait rentrer ces eaux-là dans la maison, d'éviter qu'il y ait une connexion ou une contamination possible là, du réseau de distribution des eaux potables qui pourrait être là, en lien avec les eaux de pluie. Là. Ça fait que c'est important, ça, cet élément-là. Avec des clapets anti-retour. Puis, soit dit en passant, la pose du clapet est vraiment un acte protégé. Ça doit être fait par un plombier certifié. Si on va au système d'appoint, puis on va même en reparler du fameux clapet, c'est quoi le système d'appoint? C'est vraiment si la réserve qu'on a dans notre réservoir de stockage, si la réserve ne suffit pas à la demande. Alors, on va rentrer dans le détail de comment ça fonctionne à ce moment-là, mais c'est vraiment, là, il y a un signal qui va être émis pour dire « Oups, j'ai plus d'eau dans mon réservoir, ça me prend l'eau de l'aqueduc ou l'eau de mon puits à ce moment-là. » Ce qui est très, très important, puis ça, c'est vraiment important, là, il faut porter une attention particulière à ça, c'est les retours d'eau en cas de raccordement croisé là, entre la plomberie d'eau potable versus les eaux qu'on amène là, du système de récupération d'eau de pluie. Il y a plusieurs normes à respecter à ce niveau-là. Donc, vous voyez, Martin nous a parlé là, brièvement, là, mais les différentes composantes du système d'appoint, c'est la flotte qu'il y a dans le réservoir qui va envoyer le signal au système d'appoint « Oh, j'ai plus d'eau ». C'est important d'avoir un robinet d'arrêt aussi pour pouvoir isoler ça. Puis, il y a la vanne motorisée qui va permettre là, de passer d'une alimentation là, à l'autre. Veux-tu l'expliquer bien dans le détail, Martin? Bien. Ça rend ça dynamique.
Oui, effectivement. Fait qu'on a on a deux cas possibles. Un premier cas dans lequel ben, notre réservoir de stockage est toujours plein ou toujours en niveau d'opération normale. Fait que l'eau de pluie pénètre dans le réservoir. Là, on accumule à l'intérieur. L'eau est stockée dans le réservoir. Donc, s'il y a une demande via la toilette ou bien le lave-linge, là, on a le démarrage automatique de la pompe. Et puis, quand le réservoir de la toilette a fini de se remplir, ben, par le fait même, ben, la pompe arrête dû au fait qu'elle a un capteur intégré de pression à l'intérieur. Dans le cas numéro 2, donc, on n'a plus notre réservoir de stockage est vide. Ça fait plusieurs jours qu'il n'y a pas eu de pluie. On a quand même une demande via la toilette ou le lave-linge. Un peu comme Marie-Christine a montré tantôt sur le panneau, c'est que la flotte, en étant en position basse dans le réservoir, a envoyé un signal à la valve motorisée qui, elle, a changé de position. Donc, à chaque fois qu'on va démarrer la toilette ou qu'on va faire une brassée de lavage, c'est vraiment l'eau qui arrive sur la ligne d'en haut qu'on voyait dans le panneau tantôt avec Marie-Christine, qui va arriver de l'aqueduc ou du puits artésien. C'est à cet endroit-là, sur la ligne d'en haut, qu'on vient installer notre dispositif anti-refoulement. Juste après, à droite de la valve avec la poignée mauve, ben, ils ont toutes les poignées mauves. Mais on vient installer notre dispositif anti-refoulement à cet endroit-là pour éviter, dans les cas où on a de l'eau de pluie, que ça retourne vers, qu'il y ait contamination là, vers le puits artésien ou le système d'aqueduc. Puis tantôt, je parlais au niveau de distribution, je disais, il y a tout l'aspect justement le clapet anti-retour peut éviter là, dans les raccordements croisés qu'il y ait contamination. Mais il y a d'autres éléments aussi à considérer. Je vais juste remonter de quelques diapos, je m'excuse, je vais tout vous mêler. Mais c'était pour dire aussi que au niveau de la distribution, il y a les usages, mais il y a aussi tout l'aspect là, des conduites, qu'est-ce qu'il y a à respecter aussi là, au niveau des conduites puis du dimensionnement sur la distribution. C'est normé aussi. Puis il y a des standards ou des lignes directrices, disons ça comme ça. Fait que je reviens à là où nous étions. Alors, sur le système d'appoint, merci Martin. Puis si on regarde au niveau, là, justement, pour assurer la qualité, il y a vraiment beaucoup d'éléments là, dans le code du bâtiment par rapport au fameux clapet anti-retour. Là. Il y a vraiment l'obligation des propriétaires, là, tous les propriétaires de bâtiments institutionnels, commerciaux ou industriels, ou encore d'un bâtiment là, juste à usage résidentiel là, de plus de 8 logements, ils ont l'obligation de suivre les prescriptions de code de sécurité. Ce code de sécurité-là stipule là, que tout raccordement à un réseau d'alimentation en eau non potable, ça doit être protégé contre les dangers de contamination. Puis, il y a une obligation des entrepreneurs aussi, qu'au niveau des entrepreneurs en plomberie, là, ils ont l'obligation de suivre toutes les prescriptions du chapitre 3 du Code de plomberie du Québec, qui vient là, donner les prescriptions au niveau du raccordement au réseau d'alimentation en eau potable, là, à l'effet qu'elles doivent être conçues puis exécutées de manière à empêcher l'entrée dans ces réseaux-là là, d'eau non potable ou d'autres substances susceptibles de contaminer l'eau. Tout ça en vue d'éviter, de protéger, je dirais, la santé des utilisateurs. Excusez-moi, ça ne veut pas changer. Ça ne veut vraiment pas changer. On l'a eu. Puis, ben, là-dessus aussi, ben, il y a différentes normes et prescriptions. Je ne rentrerai pas, comme je disais tantôt, là, dans le détail de tout ça, mais ça serait. Il faut savoir que c'est là, il faut aller les consulter, en prendre connaissance là, avant de se lancer là-dedans. Mais justement, on parle des coupures anti-retour, faire attention aux coups de bélier, tout ça dans la distribution, puis même au niveau des systèmes d'appoint. Fait qu'il
grosso modo, c'est tout ça que ça couvre. Au niveau de la gestion des débordements, bien, c'est sûr, si on a un réservoir qui accumule de l'eau, mais on ne l'utilise pas, bien, ça se peut qu'il y ait des débordements. Puis on ne veut pas que ça refoule dans la maison. Ça fait qu'il faut qu'il y ait... On ne veut pas que ça refoule, en fait, nulle part, ou on ne veut pas que ça ressorte par le couvercle du réservoir qui est enfoui. Alors, ça prend là, je ne pense pas que ça va refouler dans la maison parce que c'est des systèmes qui collectent l'eau à l'extérieur, là, mais le point est qu'on veut... il faut éviter justement il faut assurer une gestion des trop-pleins, des débordements. Puis ça arrive quand le volume accumulé dépasse la capacité de stockage. C'est d'éviter les refoulements d'une façon ou d'une autre. Puis ça permet l'atténuation des coûts d'eau, aussi au réseau pluvial. Parce que c'est sûr, tantôt on parlait dans les bénéfices de la gestion des eaux à la parcelle, il y a le bénéfice direct de réutiliser ces eaux-là, mais il y a un bénéfice aussi au niveau de l'atténuation. Puis c'est sûr que si quelqu'un dit oui, mais il faut que les réservoirs, il faut l'utiliser, l'eau, pour qu'il y ait un impact sur l'atténuation. Mais même à ça, même si le réservoir demeure plein très régulièrement, juste avec le trop-plein, la gestion qu'on peut faire, les différentes options de gestion de trop-plein, ça peut aider aussi à atténuer les coûts d'eau. Dans les options de gestion du trop-plein, justement, bien, là aussi, il y a différentes prescriptions, différents codes sur qu'est-ce qui est possible ou pas possible de faire. Je vous dirais que dans bien des cas aussi, les municipalités passent leur propre réglementation, ne serait-ce que pour l'évacuation, par exemple, des eaux les eaux de toit. Puis on va voir des exemples tantôt. Il y a des municipalités qui passent des réglementations, par exemple, sur les puits absorbants ou des choses comme ça. Ce que la gestion des trop-pleins, des réservoirs de captage d'eau de pluie, mais c'est un peu la même chose. Ça suit un peu la même logique, là. C'est que il y a différentes façons de le faire. Puis, on peut penser, entre autres, à des puits d'infiltration ou des tranchées d'infiltration, à un puits percolant ou des tranchées d'infiltration. Ça, c'est vraiment très efficace aussi pour régulariser les débits là, comme mesure d'atténuation. Même si le réservoir est plein, bien, d'y aller par infiltration peut aider beaucoup aussi là, à atténuer là, le coût d'eau lors de fortes pluies. Il peut y avoir un rejet aussi au réseau hydrographique de surface, au réseau pluvial aussi. Puis ces trop-pleins-là, bien, tout dépendant de la topographie ou de la configuration du terrain, ça peut être pompé ou encore gravitaire. C'est sûr que, comme je le mentionnais tantôt, il faut vraiment vérifier au niveau de la réglementation locale où ces eaux-là peuvent être dirigées. Là. C'est vraiment au cas par cas. Il y a des municipalités où il n'y a pas vraiment d'exigences, puis il y en a d'autres, ben, ne serait-ce que même pour la gestion des eaux qui viennent des gouttières, ils ont des exigences, alors ça rentre là-dedans. Ça fait qu'il faut vérifier avec au niveau de la réglementation locale en vigueur. Puis il y en a qui, c'est ça, parce qu'il y a des municipalités aussi qui ne permettent pas le déversement, pas le déversement, parce que ça sonne comme si c'était pollué, là, mais le rejet de ces eaux-là, le même ne serait-ce qu'au réseau pluvial ou à l'égout pluvial. Il faut faire attention à ça, il faut vérifier. C'est un autre élément aussi qu'il faut regarder là, au niveau de la gestion du trop-plein. Si on y va par puits d'infiltration ou au réseau d'égout municipal ou au pluvial, il faut éviter aussi qu'il y ait un refoulement. S'il y a un gros événement de pluie, par exemple, puis le niveau d'eau au fossé monte, on ne veut pas non plus que le niveau d'eau au fossé monte de telle façon que, oups, là, ça communique, on est plus en vase communiquant avec notre tuyau de trop-plein, puis ça va contaminer mes eaux dans mon réservoir de collecte d'eau de pluie. Il faut faire attention là, à ces éléments-là. C'est vrai qu'il doit vraiment être conçu, le système de gestion de débordement doit vraiment être conçu de manière adéquate pour éviter ces contaminations-là. Puis, l'aspect aussi que la paix anti-retour revient ici, ça peut être un des éléments qu'on peut prévoir pour éviter qu'il y ait un retour d'eau contaminée là, vers le réservoir de captage.
si on regarde ici l'exemple par puits percolant ou une tranchée d'infiltration, c'est des prescriptions assez de base. Là, je vous dirais même ça vient un peu des lignes directrices là, de la SCHL. C'est sûr que ça va dépendre du type de sol qu'on a sur le terrain, hein, au site. C'est que la surface requise va être déterminée en fonction de la perméabilité des sols en place pour recevoir ces eaux de trop-plein-là. Puis, il y a quand même des choses, là, des distances minimales là, à respecter pour ne pas nuire, par exemple, aux fondations, faire attention aussi au sol saturé, à la profondeur de nappe. Mais l'idée, c'est qu'on fait au niveau du puits percolant comme ça, c'est vraiment on voyait une belle photo tantôt, là. C'est vraiment, dans le fond, un endroit où on va mettre du gravier avec une conduite de distribution pour favoriser l'infiltration localement des eaux qui seront en trop là, pour le stockage. Là. Ici, ça donne un exemple. Là. Tantôt, on parlait de réglementation locale. Là. La Ville de Québec, au niveau de la gestion des eaux de ruissellement, ont des prescriptions, eux, puis c'est même là, au niveau des gouttières pour faire les eaux de ruissellement, pour capter les eaux là, en puits percolant, pour favoriser l'infiltration localement. Justement, c'est une mesure d'atténuation pour eux, pour éviter les coups d'eau, puis éviter qu'il y ait trop d'eau de ruissellement en surface hein, qui aille vers le pluvial. Là. Fait que, Martin, veux-tu faire une petite récapitulation? Mon Dieu, j'ai de la misère à le dire. Une petite récapitulation des différentes composantes puis du fonctionnement d'un système de récupération des eaux de pluie à la parcelle. T'es sur ton micro n'est pas allumé. Je m'excuse. Donc, comme on a discuté, l'eau de pluie qui va être captée, si on regarde en image un peu le portrait d'un système de récupération d'eau de pluie à la parcelle, l'eau de pluie qui est récoltée sur le toit, qui est acheminée au réservoir via les gouttières de la maison puis des conduites d'amener. On passe dans une première étape de filtration qui est notre panier filtrant. On a notre arrivée d'eau calme à l'intérieur du réservoir qui permet de faire le brassage. La pompe aussi qui possède un filtre intégré lors de la distribution de l'eau, quand on veut utiliser l'eau pour certaines utilisations, pour le potager, pour le lavage des voitures. Dans le cas où on va rentrer à l'intérieur de la résidence, on a un troisième filtre sur notre système d'appoint qui, lui, a 80 microns, des ouvertures de 80 microns. Donc, sur l'ensemble du stockage, avant d'être utilisé dans les toilettes ou la machine à laver, l'eau va avoir passé par une étape de vidange de première pluie sur le toit et par 3 étapes là, de filtration pour s'assurer d'une qualité d'utilisation à l'intérieur pour ne pas justement causer de problèmes aux appareils électroménagers. C'est un peu... Oh oui, puis on voit aussi à droite, si j'ai oublié de dire, la gestion du débordement. Quand notre réservoir est plein, bien, on vient infiltrer l'eau directement dans le sol à la suite du réservoir, dans un puits percolant. On peut aller à la prochaine diapo. Ça faisait le tour un peu des composantes de notre système. Si on regarde au niveau de l'entretien, je peux aller il y a différentes choses qu'il faut tenir en considération quand on veut entretenir notre système de gestion d'eau de pluie. Il y a différents points dont il faut faire attention. Les surfaces de captage, on parle du toit. On fait attention, on regarde nettoyer au besoin. On le regarde au moins 2 fois par année. Ce qu'on veut, c'est prévenir la présence ça peut être des branches, ça peut être toutes sortes de contaminants qui peuvent se retrouver sur le toit.
Fait qu'on recommande de le faire 2 fois par année. Même chose pour les gouttières. C'est important de les inspecter, de les nettoyer au besoin parce qu'eux amènent des débris vers le filtre ou vers le réservoir de stockage. C'est important de voir aussi que nos raccords sont bien en état, qu'on n'a pas de fuite. L'idée de récolter de l'eau de pluie, c'est d'avoir un réseau de captage qui est étanche si on veut récupérer le plus d'eau de pluie possible. Puis aussi d'inspecter les dispositifs de traitement avant stockage, notre dispositif de vidange des premières eaux. Important de bien le nettoyer, de l'inspecter au moins 2 fois par année pour assurer un bon fonctionnement puis une bonne qualité des eaux récoltées. Si on va à la prochaine, une fois par année, ça va être important de regarder le réservoir, son intégrité structurelle, toutes les composantes qui sont à l'intérieur. On parle de la pompe, on parle de notre arrivée d'eau calme. Est-ce qu'il y a une dégradation? Et puis remplacer les composantes au besoin. C'est sûr qu'on a une composante mécanique qui est une pompe. Fait que si notre pompe n'est pas fonctionnelle, ben, on ne pourra pas profiter de l'eau de pluie récupérée. Puis aussi, surveiller la qualité de l'eau au point d'utilisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va utiliser de l'eau dans le réservoir, est-ce qu'on voit un changement de la qualité de l'eau au fil du temps qui pourrait être un signe là, de mauvais fonctionnement à quelque part là, dans l'ensemble de notre système de gestion de l'eau. La pompe, le filtre, ben, OK, c'est beau. Vas-y. La pompe, le filtre, le système de distribution. On parle aussi de notre système d'appoint qui est situé à l'intérieur de la résidence. Comme c'est un filtre de 80 mèches, comme je l'ai dit auparavant, ben, c'est important de le regarder au moins aux 3 à 6 mois pour éviter qu'il y ait une accumulation de débris à l'intérieur. Si on a une accumulation de débris, ben, l'eau va moins bien pénétrer puis le traitement va en être affecté. Hivernation, j'ai vu dans le chat tantôt qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question par rapport à l'hiver, qui demandait est-ce que le réservoir pouvait geler ou l'eau pouvait geler à l'intérieur du réservoir, si ma mémoire est bonne. Qu'arrive-t-il au système de stockage l'hiver? En fait, il y a il y a les gens qui vont utiliser le réservoir de récupération d'eau de pluie pour utilisation extérieure. Ce qu'on recommande à ces gens-là, c'est de vidanger le réservoir à mi-hauteur durant l'hiver, puisqu'il ne l'utilisera pas durant cette période-là. Puis de retirer la pompe du réservoir durant l'hiver, puis la stocker à l'intérieur au chaud. Pour les gens qui vont vouloir utiliser annuellement le système, c'est possible aussi. On a juste à penser à un toit de tôle là, par une belle journée ensoleillée, qu'on voit que l'eau fond sur les toitures souvent, puis qui va être acheminée quand même au réservoir de stockage. Nous, ce qu'on recommande là, lors de l'installation, c'est d'isoler le plus possible le réservoir avec un bon isolant. Puis ce qu'on demande aussi, c'est d'utiliser un fil chauffant qu'on peut mettre entre la gouttière puis le réservoir. Fait que de cette façon-là, on évite tout risque de gel pour l'eau qui est acheminée parce que c'est surtout l'eau qui va fondre, qui va avoir tendance à geler. Comme notre réservoir a quand même une certaine profondeur, on est toujours majoritairement là, sous la ligne de gelée. Là. Le fond du réservoir qui va se trouver entre 5 et 6 pieds, là, environ à 1,5 à 1,8 mètres de profond. Fait qu'on profite de la chaleur du sol aussi pour éviter le gel dans ces cas-là. Puis pour les gens qui n'utiliseront pas aussi le réservoir durant l'hiver, ben, ce qu'on demande, c'est de déconnecter les descentes pluviales là, vers le réservoir pour pas qu'il y ait d'eau. Pour les gens qui ne veulent pas l'utiliser, ben, c'est de déconnecter le tout, là, les descentes de gouttière vers le réservoir. Si on voit quelques exemples de projets,
La prochaine diapositive. Ici, c'est tout près de Rivière-du-Loup, là, en fait, dans le village voisin de Rivière-du-Loup à Notre-Dame-du-Portage, une installation qu'on a faite cet été. Un réservoir de 3000 litres pour utilisation extérieure. Excusez. Ici, les clients, eux, ce qu'ils voulaient faire, c'est principalement arroser le jardin, puis arroser les plates-bandes, nettoyer leur voiture. Dans leur cas, ce n'était pas possible d'acheminer l'eau vers l'intérieur puisque c'était une résidence qui était déjà construite et qui aurait nécessité beaucoup de travaux, de modifications de plomberie. Fait que donc, dans ce cas-là, l'utilisation, la récupération d'eau de pluie se fait uniquement là, pour l'extérieur de la résidence. Fait que si on voit la prochaine diapositive. Ici, une résidence à Bolton Est en Estrie. Une résidence de deux personnes là, qui vivent à cet endroit-là. Ils viennent juste d'avoir un petit bébé. Eux utilisent l'eau de pluie pour alimenter la toilette et puis la machine à laver. Ce qu'on prévoit, là, c'est une économie probablement autour de 40 % d'eau potable, mais on est en partenariat avec eux pour faire un suivi plus prolongé, pour monitorer là, de jour en jour la quantité d'eau de pluie qui va être récupérée dans ce cas-là. Ce qu'on voit ici, puis ils vont se servir aussi de l'eau aussi pour le potager, pour les plates-bandes et puis pour nettoyer la voiture. Ça, c'est un autre exemple d'installation résidentielle. Je vais passer la main à Marie-Christine. Oui, bien ça, c'est un exemple d'installation commerciale. C'est à Belleuil, en Montérégie. En fait, c'est pour le centre de loisirs de Belleuil. Quand ils ont rénové, si je me souviens bien, c'est une rénovation qu'ils ont fait. En tout cas, ils ont changé un peu leurs infrastructures là-bas. Puis, ils ont décidé de faire un bâtiment vert. Et une des composantes qu'il y avait là-dedans, c'était entre autres là, ce pourvoir d'un système de récupération d'eau de pluie pour alimenter 17 toilettes et 2 urinoirs. La superficie du toit est de 1850 mètres carrés. Puis, c'est un toit plat. Hein? Ça fait que ça peut ramasser peut-être un peu plus de contaminants. Ça fait qu'il y a eu quand même un filtre de drain de toit qui a été installé là, avant même de faire la récupération. La collecte, le captage là, pour amener ça vers le réservoir. Là-bas, il y a un réservoir souterrain d'installer 17 000 litres, donc 17 mètres cubes. Puis, compte tenu des usages, bien, la pompe c'est une pompe un peu plus grosse, c'est une pompe centrifuge. Puis, il y a aussi un réservoir sous pression là, pour assurer justement là, une bonne distribution de l'eau là, vers les toilettes et urinoirs. Là. Puis, à ce point, il y a aussi encore, comme on disait tantôt, on l'a mentionné à quelques reprises, on a toujours comme 3 systèmes de filtration. Hein. Fait que, il y a un 3e système de filtration là, vraiment là, à ce niveau-là, après la pompe là, vers le réservoir sous pression. Il y a une 3e étape de filtration qui a été installée là. Puis, il y a un système d'appoint aussi, bien entendu, parce que ils ne peuvent pas se permettre 17 toilettes et 2 urinoirs alimentés avec ça. Ils ne peuvent pas se permettre de ne pas avoir d'eau pour alimenter là, les sanitaires du bâtiment. Là. Ça fait qu'il y a le système d'appoint qui va chercher l'eau directement là, de l'aqueduc à ce moment-là. Chose intéressante là-bas, ben, il y a eu quand même un partenariat de fait pour suivre ce projet-là puis voir c'était quoi les économies en eau réellement qui ont été faites. Puis ça a été monitoré de très près. Pendant la période de test, ce qui a été démontré, c'est que le bâtiment a utilisé 13 000 litres d'eau. Puis, ça a permis le système de récupération d'eau de pluie de fournir là, 70 % des besoins en eau. Donc, c'est une économie d'eau potable pour ce bâtiment-là. Ça a été 70 % plus d'eau potable utilisée là-bas. Là, c'est des eaux de pluie qui ont été utilisées à la place. Il y a eu aussi à travers ce partenariat-là
une analyse des eaux qui a été faite, la qualité des eaux qui a été distribuée là, vers les urinoirs. Là. Ça fait qu'on voit quand même que la qualité est quand même bonne. Là, si on regarde au niveau de la turbidité, autour de 2, les matières en suspension, c'est très faible à 3 mg par litre. C'est sûr qu'il y a quand même des solides dissous, mais il ne faut pas oublier là, que ce n'est pas une utilisation pour une eau potable. Là. C'est vraiment, là, les eaux sont très claires là-bas, là, dans les toilettes et dans les urinoirs. Ça donne une idée pour ce projet-là. Y avait-tu autre chose, Martin? J'ai-tu oublié quelque chose? Non. Avec la récupération des eaux de pluie aussi, c'est possible d'aller chercher des crédits ou des points de certification LEED au niveau résidentiel. Là. Il y a différents crédits ou points, je devrais dire, plutôt, qui sont donnés là, en fonction du niveau d'utilisation qu'on fait là, pour la collecte d'eau pluviale. C'est que, par exemple, il y a des points donnés par rapport au fait qu'on fait une saine gestion des eaux de ruissellement provenant de la toiture. Ensuite, pour la collecte des eaux, la réutilisation des eaux. Excusez-moi, mon Dieu, la collecte et la réutilisation des eaux, là, ça vient donner des points là, au niveau des crédits LEED, des points LEED. Puis aussi, ça vient jouer là, en fonction de la grandeur de la superficie de toit qu'on va utiliser. Puis si c'est des applications juste extérieures ou intérieures, on voit, là, ça donne une idée. C'est juste pour exposer un peu le nombre de points qui est possible d'aller chercher. Quand on pense à ça par rapport à l'investissement requis versus le nombre de points LEED qu'on peut aller chercher, c'est vraiment là, ça ne revient pas très cher du point LEED, cette approche-là là, des gestions des eaux de pluie. Puis, les points LEED aussi permettent une certaine réduction là, au niveau, permettent une réduction au niveau des prêts hypothécaires là, quand on va chercher ces points-là. Ça peut être un élément de plus pour amener les gens à aller vers ça. Là. Donc, Martin, je te laisse peut-être finir avec nous autres notre accompagnement dans tout ça. Là. Ben oui, en fait, notre accompagnement, l'idée, l'accompagnement de Premier Tech avec ses clients, c'est d'accompagner dans chacune des étapes par rapport à la gestion des eaux pluviales. C'est de déterminer avec eux quel usage ils veulent faire de l'eau de pluie, en fait. Puis ensuite, avec les caractéristiques du site, on est capable d'identifier le modèle avec eux dont ils vont avoir besoin, lequel kit, où installer le réservoir. On va leur suggérer des professionnels pour les aider autant dans l'installation que l'entretien de leur système. On va aussi les référer à ces bons professionnels-là pour qu'ils puissent demander des estimations de coûts, puis demander les permis nécessaires, parce que certaines municipalités qui demandent des permis pour installer un système comme celui-là. Juste une petite chose importante aussi, on est à travailler actuellement là, sur un calculateur en fonction des usages et de vos applications, puis du contexte, de votre contexte, un calculateur en ligne là, pour vraiment faire venir à calculer c'est quoi le choix de votre cuve, qu'est-ce que vous auriez besoin réellement là, pour déterminer vos besoins. Fait que ça s'en vient aussi. Fait que si on peut conclure, mon Dieu, on est pile dans les temps, pile poil. En conclusion, bien écoutez, l'eau, hein, c'est une ressource importante. Puis oui, on en a beaucoup au Québec puis en Amérique du Nord, mais ce n'est pas une raison pour négliger cet aspect-là, puis dire, bon, on a, fait que pourquoi se casser le coco? L'eau, c'est important. C'est une ressource qu'on prend trop souvent pour acquise, puis il faut penser plus loin puis à améliorer notre façon de gérer. Puis il y a différentes façons de le faire. Puis au niveau de la parcelle, que ce soit une parcelle résidentielle ou commerciale, hein, il y a des pratiques qui peuvent être implantées pour optimiser là,
l'utilisation de l'eau dont on a besoin. Puis, je pense que la récupération, tantôt, on le disait en entrée de jeu, hein, c'est la pluie, ben, nous tombe du ciel. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec aussi pour préserver là, la richesse en eau potable, puis aussi diminuer le stress sur les infrastructures. Fait que plutôt que l'eau de pluie, ce n'est pas vraiment un problème, on peut la voir comme une ressource. Hein. Souvent, on a trop l'approche de dire ben, on va essayer de la gérer puis de s'en débarrasser, mais c'est aussi une ressource. Puis je pense que c'est important. Il y a un changement de mentalité qui est après se faire, puis il faut poursuivre en ce sens-là, vraiment. Ça serait important. C'est pas mal ça. Je vous remercie beaucoup, Marie-Christine et Martin, d'avoir fait cette présentation-là. C'est super intéressant d'avoir une vision là, qui est plus centrée là, sur la parcelle, puis voir qu'il y a différentes technologies là, qui nous permettent là, de faire la gestion durable des eaux pluviales. C'est sûr, durant la présentation, il y a eu quelques questions qui se sont posées là, dans le chat, mais également, Martin là, a pu répondre à quelques-unes, également Marie-Christine. Je ne sais pas si il y avait des participants qui voulaient poser leurs questions là, directement aux intervenants. Si c'est le cas, là, vous pouvez activer votre micro vous-même et poser la question. Là, et également, là, vous pouvez réagir avec une main levée là, dans la section là, du chat. Je vois ici dans le chat qu'il y a une question concernant la qualité de l'eau de pluie pour arroser les potagers. Ben, j'ai abordé un peu le sujet là, tantôt. C'est sûr qu'il y a une différence entre un baril d'eau mis en dessous de la gouttière qui a à peine un petit mesh, hein, un petit screen pour éviter que les gros morceaux ne tombent pas dans le fond, là, pour arrêter les feuilles ou des morceaux plus gros. C'est sûr qu'il y a une différence entre ce type d'application-là puis un type d'application là, comme on a parlé là, avec un réservoir enfoui puis plusieurs niveaux de filtration. Là. C'est que je sais que le ministère, il me semble, j'ai vu dernièrement que le ministère avait mis en garde, je pense, sur les récupérateurs d'eau, les barils, les fameux barils, de dire mais faites attention si vous arrosez votre potager avec ça. Vous avez peut-être des eaux stagnantes ou certains contaminants qui se sont ramassés dans ces eaux-là. Ça fait que, oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a vraiment une précaution à y avoir. Mais avec le niveau de filtration qu'on a et tout, arroser le potager, c'est toujours recommandé, anyway, de laver les légumes. On n'est pas à l'abri de rien avant de les consommer. Mais il faut penser, là, on enlève la première contamination au niveau du toit. Après ça, il y a un système de filtration. Il y a 3 étapes de filtration là, avant d'utiliser l'eau. Alors, c'est quand même, le risque est quand même, je dirais, assez faible qu'il y ait des problématiques à ce niveau-là. Ceci étant dit, c'est une bonne pratique aussi de laver ses légumes avant de les consommer. Martin, il y avait une autre question. En période où les fruits sont présents dans les plants, ben, ce qu'on recommande, c'est mieux d'arroser par les racines qu'arroser par-dessus aussi. Toujours. Et on nettoie bien les fruits ou les légumes avant de les consommer. Il y avait une autre question aussi, Martin, que je vois là, au niveau du coût d'un réservoir de 3000 litres. Ça, c'est plus dans ta cour. Le réservoir de 3000 litres, dépendamment de l'utilisation. Si on veut en faire l'utilisation extérieure, là, on parle d'un coût de détail de 3 900 $. Puis si on parle d'une utilisation intérieure et extérieure, le coût de détail là, qui est à 4 800 $. Ça, il faut compter aussi les frais d'installation là, par la suite. Qui vont varier d'une région à l'autre, sont durs à dire, mais c'est on peut parler au moins environ 2000 $ là, pour l'installation avec une petite pelle mécanique, le branchement électrique de la pompe. Ça fait à peu près le c'est important de se renseigner auprès des municipalités parce qu'il y a de plus en plus de municipalités qui donnent des incitatifs pour installer des systèmes de récupération d'eau de pluie, que ce soit du simple baril à des systèmes plus
plus gros, là, comme ce qu'on vient de discuter, là, pour favoriser justement une meilleure gestion là, à la parcelle des eaux de pluie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a dû être clair en mots. Je vous remercie beaucoup. Là, on va laisser encore quelques instants, mais je vais en profiter aussi pour mentionner que l'ensemble des ateliers GDEP vont être disponibles là, sous peu là, sur le site de Réseau Environnement et également celui du ROBVQ. Donc, c'était le 8e là, aujourd'hui. Donc, si vous voulez revoir ces différentes capsules, différents webinaires. Là, vous pouvez aller les consulter également là, par la suite là, de l'événement. On pourra vous faire parvenir un questionnaire d'appréciation, un court sondage là, pour voir quels ont été les éléments, les points forts des ateliers. Également, si vous avez des suggestions de prochains ateliers, ça va nous faire plaisir de vous lire. Donc, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui avait une dernière question là, pour nos intervenants aujourd'hui. Ça semble être tout beau. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer aujourd'hui. Puis, restez à l'affût là, lors des prochains mois. Il y aura d'autres événements là, sur la gestion durable des eaux pluviales là, qui vont être disponibles. Donc, je vous remercie beaucoup. Puis, passez une bonne journée. Merci. Et à vous. Bonne fin de journée.